tout le monde. Nous poursuivons donc nos rencontres du matin. Aujourd'hui, notre séance sera, enfin on n'aime pas beaucoup la géopolitique dans le cinéma, dans le festival même, s'il s'appelle Cinéma d'Afrique. Notre séance sera tunisienne. Voilà. Mais bon, c'est juste une manière de parler, vu que déjà le nombre les films tunisiens que nous avons vus sont tellement différents qu'on a l'impression que ces cinéastes n'appartiennent pas au même pays. Mais voilà, je suis très ravi d'avoir à côté de moi Yayous Alassane, que nous connaissons déjà au Festival du cinéma d'Afrique, pour l'avoir invité l'année dernière, n'est-ce pas? L'année d'avant, dans le cadre d'une résidence. Oui. Donc elle a passé avec nous beaucoup de temps. Oui. C'est déjà une habituée du festival. Et Mohamed Asman Kilani, dont on a vu le film hier et que je suis heureux de l'avoir avec nous. D'autant plus qu'à Kelibia, on n'a pas pu se rencontrer. Voilà, on va faire comme de coutume, c'est-à-dire revenir sur les films d'hier, mais essayer d'élargir un tout petit peu le propos, d'entrer davantage dans les détails, d'inscrire le film dans une filmographie. Alors je commencerai peut-être par toi, Mohamed. Donc ton film s'intitule Palimpseste. Il dure 9 minutes, 6 même, 6 minutes. Et on aimerait te connaître davantage, c'est-à-dire d'où tu viens, ton parcours et comment tu es arrivé au cinéma. D'accord, bonjour tout le monde. J'imagine que ceux qui étaient là hier à la projection savent presque tout. Donc, bon, si on commence au berceau, je suis de père tunisien et de mère algérienne. J'ai commencé à faire du théâtre en amateur à l'âge de 16 ans. Donc, je baigne dedans depuis maintenant, je sais plus, 17 ans, un truc comme ça. Quand tu dis théâtre amateur... c'est des ateliers de théâtre en tant que comédien. Où ça? À El Teatro, avec Tawfiq Jbeli. D'accord. Et donc, j'ai joué dans beaucoup de pièces et fait un peu de danse contemporaine. Et après, c'était les études de médecine. Donc, je me suis spécialisé en endocrinologie. Je suis installé à Bizerte depuis 3 ans. Donc, c'est le APT de Tunisie, enfin, pour moi en tout cas. Et voilà, je m'ennuie depuis 3 ans. Mais c'est autre chose. Tu t'ennuies depuis 3 ans, depuis que tu as commencé à exercer ou depuis que tu es installé? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie culturelle. Enfin, il y a des petits essais comme Sentier, il y a quelques années, qui essayent de créer des petites bulles de création, mais pour les enfants majoritairement et les habitants de la région. Bref, donc le cinéma est un désir depuis quelques années parce que vu que je suis loin du théâtre, c'est difficile de faire du théâtre sans humain, alors qu'il est facile de faire du cinéma avec un téléphone, par exemple. Sauf que je n'ai pas les aptitudes techniques, de montage surtout, et d'écriture aussi, parce que j'ai essayé de faire un premier cours de fiction, mais qui ne fonctionnait absolument pas pour moi, parce que je cadrais comme on cadre avec un téléphone, alors que ça ne fonctionne pas forcément à l'écran après. Et du coup, cette expérience est juste le fait du hasard, mais aussi, voilà, c'est la rencontre de ses propres désirs. Et comme je l'ai mis dans le film, cette citation de Goethe, nos désirs sont le pressentiment des possibilités qui sont en nous. Donc si je voulais faire du cinéma, ce que j'étais fait pour faire du cinéma quelque part, enfin c'est ma foi fondamentale. Et voilà, donc à la demande de Doc House et Mawjoudine, qui est une association de défense des droits LGBT, qui voulait travailler sur le thème queer et promouvoir de nouveaux et jeunes cinéastes tunisiens, j'ai eu la chance de faire ce film-là. Voilà. Et comment tu as été contacté par qui? Par Doc House, dont je connais quelques membres, et qui voulait faire naître une nouvelle vague de cinéastes tunisiens. Et j'ai eu la chance qu'on m'ait contacté.
Et tu n'as pas cherché à te faire assister ou encadrer par quelqu'un dans le domaine du cinéma? Non. D'abord parce que le cinéma institutionnel ne m'intéresse pas, enfin classique du moins, Mhm. ne m'intéresse pas forcément. Et du coup, je me suis dit que je vais faire de ce handicap de l'ignorance une force. Comme Mhm. ça, je ne suis pas biaisé par tout le savoir académique d'un cinéaste. Mhm. Et puis, j'avais pas le temps, j'avais une semaine. Du coup, il Mhm. fallait faire tout ça très très vite. D'accord, très bien, super. Et il n'y avait pas de commande précise? Non, c'était juste le thème être cuir en Tunisie. Donc, cuir, c'est Q-U-E-E-R, pas le cuir. Oui, oui, pas c'est cuir. Non, non, parce que. Non, vu On que sait c'est- à peu près ce que c'est. Exactement. Oui, mais parce que hier, on m'a posé la question. Enfin, la confusion y était pour certains. Donc voilà, je lève toute confusion. Oui, oui, d'accord, super. Et alors, raconte-nous comment la jeunesse, comment tu l'as écrit, combien de temps ça a pris, et tout ça. Bah, comment de temps ça a pris? C'est une semaine, mais même moins, 5 jours. D'accord. Mais j'ai eu la chance justement d'avoir une somme de textes que j'avais déjà écrits auparavant et que j'ai juste redramaturgisé pour les rendre 6 minutables. Oui. Parce que c'était aussi la contrainte 8 à 10 minutes. Mhm. Et Mais pardon, la somme de texte que tu avais, c'était pourquoi? dans mon ordinateur, comme Ah, ça. tout seul. Ouais. Tu comptais pas publier ou quoi que ce soit? Non, non, enfin, non, Mhm. j'écrivais en me disant que je réécrirais un beau jour, que j'en ferais quelque chose. Mhm. Sauf que j'imagine que comme tout le monde, ben, on se trouve avec une somme d'inachevé. Mhm. Et bah, heureusement que là, cet inachevé-là a servi à quelque chose D'accord. en le retranchant et réécrivant. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie texte. Et tu l'as écrit sous la forme d'un scénario? Non, non, c'était sous la forme comment on dit, une autofiction. D'accord. Donc, enfin, un essai sur mon identité, parce que je trouve que on parle énormément d'identité quand on simplifie les choses, alors que c'est tellement compliqué que dès qu'on change de point de vue, comme le film d'hier d'ailleurs, Saint-Omer, Mhm. dès qu'on change de point de vue, ben, la lecture change radicalement. Oui. Et voilà, j'ai pris plusieurs axes de mon identité, donc notamment la génétique, le prénom, le milieu, la géographie, les études, être artiste et médecin, enfin toutes ces dualités qui sont en moi et qui ne sont qu'une infime partie de ce que je suis. Donc j'ai gardé la partie cuir pour le film, mais en fait c'est aussi une façon de dire que être cuir ne veut rien dire, ça veut juste ça veut juste dire qu'on est un être aussi complexe que les autres. D'accord. C'est-à-dire que je ne trouve pas que ce soit une spécificité d'être soi. On est spécifique chacun et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce support du prénom parce qu'on a tous des prénoms différents et des lectures différentes selon où est-ce qu'on se place. Mhm. Donc voilà. Excuse-moi d'insister sur le côté cinéma, je ne peux pas faire autrement. Et tu t'es pas posé la question de savoir comment je vais faire? Moi, je vais faire un film, je ne sais pas filmer, je connais le théâtre, je connais la médecine, j'ai des théories dans la tête, mais comment je vais faire un film? Ça, ce problème-là ne s'est pas posé du tout à toi? Euh, Pas du tout, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui font du cinéma et que j'ai entendu dire des choses comme ça, par-ci, par-là. Et j'ai accumulé tous ces petits savoirs avec toute ma subjectivité, bien sûr. Et puis j'ai de la chance de faire de la photo depuis quelques années, tout seul, Ah, en d'accord. amateur aussi. Et du coup, une de mes amies m'a dit un jour qu'il fallait apprendre à se reconnaître enfin, dans le cadre, à se reconnaître dans les photos qu'on fait, enfin dans l'image que l'on crée. Et c'est la première démarche que j'ai faite pour ce film. Donc j'ai revu toutes les photos que je faisais en essayant de voir quelle était mon identité à moi et ce qui pouvait être pertinent aussi pour le propos. Et j'ai trouvé que ces montages photos que je faisais, donc justement avec des tableaux classiques, pouvaient être très pertinents parce que ça répondait à cette thématique du corps, de l'identité de genre et de toute cette complexité-là et aussi le transgénérationnel et tout notre héritage culturel et génétique, etc. Donc non, pour moi, le cinéma est juste de l'image mouvante. Donc du moment qu'on fait de la photo, je pense qu'il doit être assez simple de faire de la photo qui bouge. D'accord. Donc voilà.
très bien. Parfait. Bon, on reviendra sur la question du cinéma, de ce que ça a donné cinématographiquement, parce qu'on le sait, quand on connaît l'histoire du cinéma, que souvent quand on vient d'ailleurs, on peut faire des choses énormes et renouveler même l'histoire du cinéma, parce que cette candeur-là, enfin je veux dire cette ignorance voire savante, parfois elle est effectivement très féconde et génératrice d'idées. Alors, maintenant, revenons peut-être à quelque chose que peut-être le public ici ne comprend pas très bien, je ne suis pas sûr, hein, c'est-à-dire le nom. Hein. Ton nom, c'est Mohamed Othman. Othman. Alors voilà, justement. Alors, Mohamed Othman Kilani. Othman, c'est, sur l'état civil, c'est Othman. Oui, oui. C'est pas Othman. Non, non, c'est Othman. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, au départ, n'est-ce pas? Tu me corriges. Hein. Au départ, ce prénom, c'est Othman, en arabe, je veux dire classique, qui réfère à des choses anciennes, comme beaucoup de prénoms. Ça renvoie à la période ancienne, quoi, islamique, etc. Et puis, Othman, par un glissement, comme ça, phonétique, enfin, en tout cas, ici, le the n'existant pas, souvent on dit Osman, on ne dit pas Othman, ou Othman, mais Osman. Mais est-ce que tu as une idée sur ce glissement déjà chez nous? Pourquoi on est passé avant de Othman à Osman? Oui, alors mon grand-père est turc et du coup en fait c'est un glissement turc. Donc voilà. le fait en arabe se prononce ça en turc et du coup c'est parti à Othman, c'est revenu à Osman et on l'a gardé tel quel. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, ça vient de là. Alors, deuxième chose, mais tu le dis dans le film, Othman, c'est un mot complet. Hein. Tu le coupes en deux. Si on bégaye ou si on a loqué, on dit Othman, du coup, ça fait deux mots. L'un, parce que comme tu disais, un gros mot, vraiment gros mot en tunisien, c'est vraiment, ça se dit pas comme ça tout le temps, partout, quoi. En tout cas pas à la télé. Et man, c'est man, M-A-N, c'est en anglais, quoi. Donc tu associes un gros mot populaire tunisien à un mot anglais. Voilà. Alors ça t'est venu depuis quand? Cette réflexion sur ton propre nom? Alors, le Ross, ça vient pas de moi, ça vient depuis l'école. Et oui, moi, je viens d'une famille très candide. Du coup, c'était c'est devenu un surnom. Mais je n'ai su la signification de Ross que vraiment, vraiment, vraiment très tard, genre à 22 ou 23 ans. Ah, tu savais pas. Parce que je pensais que c'était juste un surnom. Voilà, que mes amis m'aimaient bien, qu'ils m'appelaient Ross. Et qu'ils rigolaient de la sonorité. Parce que la race est bizarre et le ça c'est bizarre. Enfin, c'était ma lecture jusqu'alors. Il t'appelait comme ça, tu te rendais pas compte que... Oui, je pensais que c'était un surnom, enfin, comme on dirait Moha, enfin, voilà. Et ma famille aussi, parce que mes parents sont très incultes. C'était dans quelle ville? Tunis. Ouais. Et ma première copine, ma seule copine d'ailleurs, qui avait comme ça une oreille très musicale, m'a dit « Ah, c'est très bizarre, c'est comme Spider-Man, tu es Rossman, l'homme vagin. » Et du coup, je me suis dit « Ah bon, mais pourquoi vagin ?» Elle m'a dit « Mais parce que c'est Ross. » Et j'ai dit « Mais oui, qu'est-ce que ça te fait, Ross ?» Elle m'a dit « Mais Ross, ça veut dire schneck. » Et donc, c'est là que je l'ai su. Je me suis dit « Ah tiens, c'est cool ça. » Donc à 22, 23, ouais. D'accord. Et c'est là où ça a fait un déclic dans ta tête? C'est là que ça a commencé parce qu'après j'ai eu une autre amie psychologue et psychanalyste qui adore... C'est toujours des filles qui te suggèrent? Oui, je suis entouré majoritairement de filles. D'accord. Psychanalyste et qui adore ces lectures de prénoms. Et c'est là que ça m'a retravaillé. Et c'est là que je suis allé d'ailleurs chercher la signification de Rothman dans le dictionnaire, parce que jusque-là, je ne trouvais pas Rothman. Et c'est là que j'ai demandé à ma mère ce que voulait dire Rothman. Elle m'a dit non, mais c'est un prénom turc. Et mon père m'a dit oui, mais c'est arabe. Mais les Turcs nous l'ont pris. Enfin voilà, tous ces conflits mère-père, transculturels, etc. Et du coup, voilà. J'ai cherché mon... Voilà. Et ces choses-là, tu n'as jamais pensé à ces choses-là, même pendant tes études, quoi, quand tu faisais... Parce que tu as déjà fini tes études, ce moment. Oui, oui. Ouais. D'accord, très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous... Voilà, on a des données, hein, on a beaucoup de données importantes, je crois.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce que c'est très décontracté. Il ne faut pas hésiter, vous levez la main, parce qu'on risque d'aller peut-être plus vite, plus vite, enfin, que je veux dire que l'attente. Il ne faut vraiment pas hésiter. Du coup, quand tu as commencé à travailler, tu as travaillé tout seul, pas avec ces amis-là, ni... Sur le film? Oui. Oui, c'est un texte que j'ai écrit tout seul, c'est un projet que j'ai monté visuellement tout seul, enfin que j'ai conçu tout seul, parce que en fait j'avais très peur de faire du cinéma expérimental, parce que je trouve que c'est très ennuyeux. Et bon, j'ai été finalement classé expérimental, mais j'étais un peu frustré, Art Libre notamment, qu'on m'ait classé expérimental, mais a posteriori, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange plus là tout de suite. Le plus important, c'est que ça soit vu finalement ce que l'on classe n'est pas forcément important. Oui, oui. D'ailleurs, à ce propos, je me souviens, moi, parce qu'on discutait de ça avec des personnes autour à Quilibia, et la question a été posée d'ailleurs. Enfin, certaines personnes ont dit pourquoi vous dites expérimental, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne correspond pas tout à fait, etc. Donc, ce n'était pas évident, quoi. Je crois que celui qui a mis expérimental, il a pensé que c'était comme ça, c'est tout, quoi. C'était pas... Oui, donc. Mais pourquoi le cinéma expérimental C'est un cinéma que j'adore, mais comme l'art contemporain, par exemple, qui est une discipline que j'adore aussi, ben, il y a toutes ces dérives, pour moi, qui font que on tue l'art, parce que, enfin, pour moi, l'art est un artisanat, donc ça se construit comme ça petit à petit, c'est une somme de petites choses. Voilà, ça peut être un texte qui s'est construit sur 7 ou 8 ans, une identité visuelle qui s'est construite sur peut-être 30 ans, et c'est la somme de tout ça, après décantation, qui va faire qu'une œuvre soit cohérente, etc. Et je trouve qu'on a de plus en plus de facilité à ne pas faire artisanat, mais à faire intellectuel, alors qu'il y a de l'intellectuel dans l'art, mais il y a aussi toute la construction qui doit se tenir. Et je vois de plus en plus de films expérimentaux qui sont dans l'esthétique, et l'esthétique est très importante, mais je trouve que l'esthétique seule ne fait pas œuvre, que l'esthétique est un support ou un élément d'une œuvre beaucoup plus complète et complexe. Et j'avais très peur de tomber dans l'esthétisme ou de tomber dans l'intellectualisation et de négliger un aspect de ce qu'est une œuvre complète, telle qu'est un film ou une pièce de théâtre. Voilà, que je trouve deux formes d'art très complexes et qui doivent avoir des piliers solides. Chacun des piliers doit être solide. D'accord. Et tout cela, pour toi, ne signifiait pas forcément le recours à la narration, en même temps. Une narration linéaire, je veux dire. Un scénario classique avec des... Parce qu'en même temps, ce n'est pas non plus un film classique. Tu vois ce que je veux dire? Alors, du coup, je le nommerai essai. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est appelé essai, c'est plus facile à aborder. Je ne le savais pas à l'époque, pour moi c'était documentaire, mais c'est un essai. Ah, pour toi, au départ, c'est documentaire? Oui, je suis un être réel, j'ai fait un film sur ma réalité, du coup pour moi c'était un documentaire. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai un peu plus d'éléments de langage, je sais que ça s'appelle un essai documentaire. Donc là, ça donne plus de clé pour lire facilement le film. Et tu penses que si tu avais eu ces éléments de langage avant de commencer à faire ton film, tu l'aurais fait autrement? Ah non, pas du tout. Ça n'aurait rien changé. Je ne sais pas faire autrement, pour le moment. D'accord, très bien. Ouais. Parce que du coup, je te crois, c'est pas que tu es sincère, tu as l'air très sincère, mais quand tu dis que tu ne connais pas le cinéma, alors c'est deux fois étonnant. Parce que, évidemment, ce film, il est éminemment cinématographique, quoi. Pas seulement parce que c'est filmé, ou parce que c'est intelligent, parce qu'il y a une idée, mais c'est aussi parce que ça réfère aussi à tout un ensemble de références qui vont très très loin dans l'histoire du cinéma et aussi de l'image, quoi. Puisqu'il y a toute une stratification, ça va de la sculpture à la peinture, de la peinture à la photographie, de la photographie au numérique, etc. Enfin, il y a tous ces éléments-là, qui ne sont pas là en vrac, je veux dire, qui ne sont pas là n'importe comment.
Ils sont là, construits, comme tu viens de le dire, et construits de façon savante, qui suppose une connaissance du cinéma, qui fait que nous, quand on regarde, on se dit « Ah, tiens, Louis Feuillade, Méliès, machin, etc. » Enfin, on pense à des références cinématographiques. Et ça, je suppose que tu avais ces choses-là dans la tête. Enfin, je veux dire, tu avais des images de films dans ta tête, tu voyais des films, tu avais une culture cinématographique. Oui, bah justement, j'ai une culture cinématographique. Je ne sais pas, je n'en connais pas l'étendue, mais ma culture n'est pas nominative. C'est-à-dire que je ne saurais pas nommer mes références forcément. Elles sont là quelque part dans ma tête. Je connais Méliès, mais il n'était pas dans mes références. Vraiment, ma référence pour ce film, c'était moi, mais sachant que moi, je suis la somme de tout ce que j'ai vu auparavant. Oui, j'ai une culture cinématographique, mais je n'ai pas une culture nominative. Je ne saurais pas nommer les choses. Maintenant, je sais appeler ça un essai. Mais il y a un an, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ce qui ne m'empêchait pas d'adorer les essais de documentaires. Je déteste le documentaire. Je déteste le documentaire. Vraiment. Mais Tu détestes l'expérimental, tu détestes le documentaire. Mais alors, on va voir ce qui reste. Alors, je déteste le documentaire, mais j'ai appris à aimer le documentaire justement grâce à la vague d'essais documentaires libanais que j'ai découvert donc étant jeune à Libye. Donc c'est là que j'ai commencé à aimer le documentaire. Donc c'était à 20 ans. Et alors que j'adorais le cinéma, je suis un consommateur avide de tous les cinémas possibles et imaginables, à part quelques blockbusters peut-être, mais et l'expérimental j'adore, mais justement c'est cet amour des amours où on aime tellement quelque chose qu'on ne voudrait pas que ça bascule. Donc ne pas aimer, je ne voulais pas faire de l'expérimental de peur de faire l'expérimental que je n'aime pas, mais il y a tout l'expérimental que j'adore et dans lequel j'adorerais me placer. Je n'aime pas le documentaire, mais j'aime l'essai documentaire et j'aime toute la mouvance de cinéma libanais des années 2000 et quelques, 2010. Et j'adorais m'inscrire là-dedans. Donc, je déteste, mais j'adore. Ah, Dualité. Ça devient de plus en plus déroutant. Et alors, par rapport au cinéma tunisien, tu as vu des films tunisiens, tu connais le cinéma tunisien, tu te positionnes par rapport à ça, ou c'est vraiment quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout? J'ai beaucoup aimé le cinéma tunisien étant enfant, parce que ma mère est une grande cinéphile, donc on allait tous les dimanches voir tous les cinémas qui sortaient. Donc j'ai vu tous les films tunisiens jusqu'à mes 15 ans. Après, c'était plus difficile parce que le bac, après la médecine, après le théâtre, enfin voilà. Et je les ai vus assez périodiquement plus tard, mais je suis très très fan de la jeune génération tunisienne, comme Intisar Belaïd, que je trouve fait des chefs-d'œuvre. J'adore ce qu'elle fait. Comme Ala Eddine Slim, qui est en train d'écrire une espèce de réalisme magique, même si je le trouve un peu inabouti, mais qui trace aussi un chemin. Le film de Jilani Saadila, Insurrection, qui crée aussi une esthétique nouvelle. Et je trouve qu'il y a comme ça une espèce de paysage assez cohérent du cinéma du XXIe siècle tunisien, que je suis content de regarder et peut-être un jour d'en faire partie. Voilà. D'accord. Bien. Mais je ne me dis pas en faisant un film, je vais faire un film tunisien. Oui, oui. Je vais faire un film tout court. Et la question, les questions que tu poses dans ton film, qui sont plus ou moins posées, pas forcément de la même manière du tout, en tout cas pas du tout, t'en penses quoi dans l'histoire du cinéma tunisien? Préciser. Non, la question du genre, la question de l'homme, de la femme, de la féminité, enfin, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Enfin, depuis même, on va dire depuis les années 80, quoi. Hein. En tout cas, l'homme fêlé, enfin, Nouri Bouzid, c'est le représentant emblématique de l'homme blessé, fêlé, qui a perdu sa masculinité, qui en souffre, et et tout le reste, quoi. Tout ça te dit quelque chose? T'en penses quoi? Oui. Alors, je pense que c'est un peu ce que je disais sur l'artisanat du cinéma. Je trouve... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder des films tunisiens et que j'ai arrêté de voir des pièces tunisiennes et que j'ai arrêté de regarder tout court. Et je passe mon temps à m'ennuyer, à ne rien faire. Parce que je suis très frustré de passer 2 heures à regarder un film
qui manque de complexité. Je suis médecin, je suis féru de tout ce qui est métaphysique, de tout ce qui est psychanalytique, voilà, de la foi, de la science, de l'univers, de la philosophie. Et du coup, cet abord très simpliste de problématiques réelles et quotidiennes, c'est-à-dire que des hommes, des femmes, des humains, on en rencontre tous les jours, on en est un soi-même, ou une, ou elle. Et on sait que ce n'est pas aussi simple. Et quand on regarde le premier film, et le deuxième, et le troisième, et le énième, qui traitent les choses d'une façon aussi simpliste, j'avais très envie de faire un film qui ne soit pas simpliste et qui retourne aux sources de ce que l'on est en tant qu'individu. Et par exemple, je suis très content qu'il y ait des films comme Saint-Omer hier, qui offrent justement des visions très, très, très complexes d'un fait qui peut paraître cruel, mais qui est un acte complexe. Et on a beau le lire de tous les côtés, on aura toujours de nouvelles lectures. Et finalement, on n'a pas de réponse. On n'est pas obligé d'avoir des réponses. On n'est pas obligé de trouver des solutions. Et la pauvreté n'explique pas tout. Et la violence n'explique pas tout. Et la frustration sexuelle n'explique pas tout. Et il y a plein d'autres choses. Il y a une infinité de choses qui restent à explorer. Donc, le cinéma tunisien, sur cet aspect-là, me frustre beaucoup. C'est ça, tout à fait. Très bien. Youssef, tu l'as vu le film? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est Haussmann, je pense que ça le décrit. Vous connaissez, tu le connais? Non. Oui, oui. Même si je ne le connaissais pas, Oui. mais on peut comprendre le personnage. Le personnage, disons. La personne et le personnage. Oui. Donc, le personnage dans le film? Le personnage dans le film, oui. Le personnage dans le film, c'est lui? C'est lui, oui, c'est lui. Mais, oui. mais on comprend le personnage, pas qu'il se crée, mais le personnage qu'il se crée pour le film. Pour son film. C'est ce qui était très intéressant. Très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est, comment tu dirais, bon, maintenant tu as des éléments de langage, donc je crois que tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que tu dirais que c'est autobiographie, un essai autobiographique, d'inspiration autobiographique? Est-ce que c'est un autoportrait? Comment tu le définirais? Un peu de tout ça. Mais l'objectif fondamental, c'est un autoportrait, ça c'est sûr. C'est une autofiction ou une autobiographie, ça c'est certain. C'est un essai sur la fatalité. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un essai sur la fatalité. Est-ce qu'on a le choix d'être qui il en est ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le choix d'être homosexuel tel que certains... J'attendais que tu dises sur la liberté. Oui, le libre arbitre. D'accord. Mais j'espère que je ne donne pas de réponse dans le film, même si j'oriente un peu vers la fatalité, mais peut-être que la conclusion est très mal écrite dans le film où je dis « Ah, il aurait fallu que je lise mes papiers, mon acte de naissance, que je lise mon prénom pour avoir toutes les réponses à ma vie. » Mais bien sûr que c'est impossible, c'est limite rhétorique. Mais mon but premier, c'était, enfin, deux buts, de créer des protagonistes qui me ressemblent, de créer un paysage de masculinité ou de genre qui n'est pas tout ce que j'ai vu toute ma vie, de me voir au cinéma, de voir des gens différents au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de résistance à accepter le prix d'Aqlibia. Et je ne l'ai accepté que quand des gens queer, justement, à Tunis, m'ont dit c'est génial qu'un film comme ça passe à Aqlibia et qu'il soit vu et qu'on ait de la visibilité. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai, j'avais fait ce film pour ça, pour la visibilité, pour qu'il soit vu et pour que les gens sachent que d'autres personnes existent. Et que, voilà, si on ne voit pas de femmes en mini-jupe, on va se dire que les femmes doivent être en pantalon. Donc, ma lutte, c'est d'exister, tout simplement. Pas de dire « je suis différent », non, de dire « on est tous pareils ». Et cette visibilité-là est le premier axe, et le premier but, objectif de mon film. Donc oui, c'est un autoportrait, mais pour me placer dans le paysage urbain. Et la deuxième chose, c'est aussi de me prendre comme point d'appui
pour réfléchir, parce que je passe mon temps à réfléchir, vu que j'ai beaucoup de temps libre, et je réfléchis sur tout. Quand tu t'ennuies, tu réfléchis? Oui, je fais que ça. Je parle tout seul en prenant mon café, mais vraiment, je parle tout seul dans la rue. Mais mon prochain film est sur la folie, le droit à la folie. Et du coup, je réfléchis beaucoup avec toutes les références que j'ai, donc la magie, la religion, la science, etc. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien de réfléchir en prenant quelqu'un comme exemple, et je suis l'exemple que je connais le plus. Je ne vais pas faire une psychanalyse didactique et analyser quelqu'un pour en faire un film. Déjà, sur le plan éthique, c'est assez limite. Enfin bref. Et ma deuxième grande fierté, c'est que des gens me disent, je me suis posé des questions sur mon prénom en rentrant. Donc voilà, j'ai 2 objectifs que j'avais et je les ai atteints, peut-être à petite échelle, mais j'espère les atteindre à plus grande échelle un de ces jours. D'accord, très bien. Et c'est pour ça que tu dis, c'est moi, mais je vais dire il. Alors, oui, ça, c'était parce que je voulais faire une voix off. Mais il y a tellement de films avec voix off. Là, par contre, dans le cinéma tunisien actuel, il y a beaucoup de voix off, enfin, dans le documentaire, et que je ne voulais pas faire. Donc, je voulais trouver une alternative en mise en scène et mettre les textes qui s'écrivent. Après, je me suis rendu compte que Alaeddin Slim l'avait déjà très bien fait, et Fakhri Larzel l'avait aussi très bien fait dans son film, parce que j'aurais aimé qu'il y ait le texte qui sorte comme ça au milieu. Et après, je me suis dit, ok, donc toutes ces idées ne sont pas de moi, donc je vais faire une voix off tout simplement. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais me raconter avec comme ça toute la présomption de dire oui, et moi, et je m'appelle, et je me suis dit, allez, je vais le faire à la troisième personne. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça va être il ou Yel, qui n'existe pas en arabe, ou elle, parce que vraiment, fondamentalement, je ne me sens pas forcément garçon, ni forcément fille, ni entre les deux, je m'en fous. Et ça aurait été un mensonge de dire Houa, lui. Et puis ça aurait été pathétique, encore plus pathétique que de dire oui, moi de dire oui, lui, celui-là, à la Marguerite Duras, que j'adore. Mais voilà, ça a été fait. Donc autant être simple et dire ce que j'ai à dire à la première personne. Et voilà. Donc la question sur le il était aussi par rapport au genre, au-delà du pathétique. Et n'hésitez pas, hein, et le recours à des figures de la mythologie, à des grandes figures de la peinture, à des citations de Goethe, etc. On peut le comprendre, on pourrait le comprendre comme une forme de vanité, non? Pourquoi ce recours? Pourquoi je veux comprendre la logique du recours à ce genre de référence. Parce qu'on aurait pu imaginer des références même sociales, hein, simples, ordinaires. En revanche, là, on a la Méduse, enfin, on a la mythologie, on a l'origine du monde, enfin, toutes ces... Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont de véritables œuvres obsédantes pour moi. C'est-à-dire que le mythe de Méduse, j'ai écrit des dizaines de pages dessus parce que je ne sais pas en quoi cette déesse me touche. Elle me touche quelque part. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis rendu compte que le mythe de Méduse serait originaire de Libye. Enfin, elle, la Gorgone, serait originaire de Libye. Or, moi, ma famille est de Libye. Enfin, voilà, je me trouve des raisons. Et que moi... En tout cas, elle a traversé l'Afrique. Voilà. Oui. Du coup, je me suis dit, ah, peut-être que je suis un descendant de Méduse. D'ailleurs, enfin, étant un féru d'épigénétique, je me dis, ah, c'est juste l'environnement qui a fait que je n'ai pas les cheveux en serpent, mais j'ai des cheveux qui ne sont pas très loin des siens. Enfin, bref. Donc, Méduse m'obsède. L'origine du monde est un tableau qui m'a marqué enfant parce qu'on mettait très souvent Arte, qu'il était là. Enfin, il est inscrit dans ma mémoire comme une véritable rencontre. La naissance de Vénus est aussi un tableau. Voilà, ce sont des références personnelles. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est des choses qui me touchent personnellement, qui font que je suis moi. Et vu que c'est un film sur ma composition, donc je suis content de les avoir placés. La seconde chose, c'est que j'adore la nudité. J'adore me montrer nu. Et
Et mon mentor, donc Tawfiq Jbeli, me l'a toujours reproché. Donc la première fois où j'ai fait un solo de danse, je l'ai fait tout nu sur la scène del teatro. Il m'a dit, oui, mais bon, oui, c'est trop facile de se mettre nu, ouais, bah, ça sert à quoi. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre nu, mais autrement. Je vais jouer cette nudité, mais en faisant un axe de mise en scène. Et c'est pour ça que j'ai placé tous ces tableaux de nu que j'adore, tout en me mettre nu sans ma nudité, mais une nudité autre, fantasmée, voilà, rêvée peut-être. Donc c'est ça la raison. D'accord, très bien, super. Alors? Oui, Marie-Pascale. On a des cinéphiles, de grands cinéphiles dans la salle. Hein? Merci de nous donner à réfléchir. Et je constate que de prendre le temps de réfléchir donne beaucoup de matière. Donc je trouve que c'est important parce qu'on vit dans une société où c'est de plus en plus difficile de se prendre le temps de ça. Avec la surabondance d'informations qui nous arrivent de part et d'autre, etc. etc. Et hier, vous disiez dans la salle que vous avez organisé votre emploi du temps pour prendre ce temps-là. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et du coup, il y a plein de choses que vous avez dites là qui suscitent beaucoup d'interrogations pour moi et puis d'ouverture à la réflexion. Et juste de manière plus, comment on va dire, informative, la commande, quand ce film vous a été commandé, c'était un peu pour faire un état, si j'ai bien compris, hein, j'ai noté être queer en Tunisie. On sait à quel point c'est difficile aussi de l'être ici, dans la société européenne, etc. Il n'y a rien du tout qui est acquis, c'est clair. Et en plus, avec la montée fascisante, la vague fascisante qui arrive en Europe, on a bien peur que ce soit justement cette réflexion et ces personnes qui portent un peu ce combat, qui prennent en premier la répression autour de la question de l'identité. Comment c'est en Tunisie? Qu'est-ce qui se passe et vous en êtes où? C'est très très dur. Après, chacun s'en accommode comme il peut. Bon, c'est illégal d'abord, c'est important de le dire, et ça change tout, je trouve. La loi change tout. C'est-à-dire que autant les pressions sociales, on peut faire avec, se faire agresser tout en ayant la loi de son côté, c'est toujours plus rassurant que d'être agressé et d'avoir la loi contre soi, d'être le mauvais dans l'histoire au final. Donc ça, c'est très frustrant. De ne pas pouvoir tenir la main de son chéri ou de sa chérie dans la rue. On n'est même pas au stade du baiser ou de s'asseoir sur les genoux. Voilà, c'est très frustrant. Après, les choses sont en train de changer petit à petit parce que voilà, il y a de plus en plus d'initiatives d'associations très courageuses, notamment Maoujoudine, qui font des choses génialissimes. Ils organisent des festivals où c'est vraiment des zones autonomes temporaires tel que théorisé par Bey, où la vie est possible et la vie est d'autant plus, est décuplée en une semaine ou en un jour. Donc il y a ces petites bulles qui existent de plus en plus. Après, vivre son genre ou sa sexualité ouvertement est très 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 impossible, disons. Allez, on va pas dire difficile, c'est juste impossible. Mais il y a des espaces, des bars qui le permettent de plus en plus, et des petits festivals qui le permettent de plus en plus, des créations qui le permettent. Il y a des pièces sur la transsexualité. Il y a Transtix, qui est une très belle pièce sur la chose. Il y a une pièce de Essa Jaibi, dont j'ai oublié le nom, mais sur un couple gay, justement. Et donc, il y a des œuvres comme ça qui existent et qui permettent cet acte cathartique que permet l'art. Donc, même si c'est pour 1 heure, juste 1 heure seulement. mais voilà, les choses changent très, 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 très lentement, mais voilà.
En tout cas, le fait que moi j'étais assez impressionné par la réception du film à Kelibia, parce que c'est un festival amateur, hein, de jeunes, mais souvent c'était l'audace en général dans ce genre de festival. Elle est idéologique, quoi. Elle est idéologique, elle est politique. Elle est beaucoup plus rarement relative à la sexualité ou à l'intime. Et j'ai remarqué étonnamment que le film, quand même, il a été assez largement bien. Bon, c'est des milieux, beaucoup de jeunes, hein, c'est vraiment beaucoup. Tu étais à Kelibia, toi? Non. Et c'est beaucoup de jeunes, donc il y a quelque chose effectivement qui promet, quoi. Voilà, mais effectivement, c'est pas évident, c'est pas du tout. Bon, sur ce point-là, Kelibia en particulier, je tiens à rapporter quand même quelque chose de mon histoire. Le premier film queer que j'ai vu, moi, c'était justement à Kelibia, il y a de ça 15 ans. C'était le premier documentaire de Selim Mourad, un réalisateur libanais qui fait des films magnifiques. Ça s'appelle Lettre à ma sœur. Et il y avait une scène de drague entre deux mecs dans une voiture où il lui disait passif ou actif. Et où il parlait ouvertement de son homosexualité, et c'est ce film-là qui m'a fait aimer le documentaire. Donc, étonnamment, j'ai l'impression que quand on place le propos des luttes LGBT d'une façon un peu moins, disons, revendicative, quand on le raconte comme un humain, j'ai l'impression que ça passe toujours mieux. Oui, et c'est pour ça que je dis exister, c'est déjà une lutte. Donc je n'avais pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Il suffisait de raconter une histoire personnelle, humaine. Et j'ai l'impression que ça fonctionne toujours mieux que de dire ouais, on va lutter. Mais il faut aussi des gens qui luttent. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Pardon? Oui. Comme on est en train d'enregistrer, pardon. Oui, je dis, c'est vrai que revendiquer, c'est déjà se situer différent contre les autres, alors que juste exister, c'est, on est pareil, quoi, effectivement. Et ça va parler aux gens qui vont se reconnaître dans le discours qui est tenu. Si c'est pas un discours revendicatif, effectivement, les gens vont se reconnaître beaucoup plus facilement. Ça va leur parler même à des zones qu'ils n'ont pas encore explorées chez eux, mais qui vont du coup explorer. Oui, c'est ça. Ça parle directement, en fait. Tout à fait, oui. Bon, j'en profite d'avoir le micro pour vous remercier vraiment pour ce film, pour ce niveau de réflexion, parce que je ne sais pas, la société tunisienne, je ne la connais pas, mais la société française aujourd'hui, au niveau réflexion, il n'y a plus grand-chose, quoi. On est en train vraiment de... Enfin, c'est dramatique, quoi. On est dans un discours linéaire, où on essaye de faire croire que tout le monde pense pareil, et puis le niveau est très bas. Et on manque beaucoup d'artistes comme vous qui font remonter un peu le niveau de réflexion. Vraiment, on en a besoin. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Sur la réception du film, est-ce qu'il est passé ailleurs, à l'étranger ou... Oui, il est passé à Marseille il y a 2 jours. J'ai eu la chance que ça tombe instant vidéo à la Friche. C'est passé un peu en Autriche, mais c'était majoritairement des festivals queer. C'est ça, oui. Donc, et ça me frustrait un peu parce que ce n'est pas forcément mon public cible, parce que c'est un public acquis. Oui, déjà. Mais c'est aussi, mon public, ma cible queer est plutôt les queers tunisiens plutôt que les queers étrangers. Mais c'est aussi très important de dire que, voilà, c'est... Mais oui, il est passé quelque part. Pardon? Oui, bien sûr. Oui. Justement, mais... j'ai envie qu'il soit vu dans des festivals comme ça, où on brasse large, parce que je m'adresse à l'humain avant tout. Oui, je vous... Sophie. Endocrinologue, ça a un peu influencé la façon dont vous avez fait le film, ou pas du tout? La somme des choses que je suis a influencé la somme des choses que je fais. Le théâtre influence mon éloquence, par exemple, ma facilité à parler en public. La médecine a facilité mon accès à l'information, mes capacités à apprendre très vite sur YouTube, à monter un film, alors que si je n'avais pas fait médecine, je n'aurais pas cette capacité à apprendre très très vite.
la science m'apporte des éléments très très importants. Ma culture artistique apporte aussi à ma science parce que du coup, un infanticide peut me choquer beaucoup moins que d'autres et du coup, j'aurai plus peut-être le temps de parler à la mère. Enfin voilà, oui, tout ce qui fait que je suis moi est pour eux. Je ne sais plus qui me l'a dit hier, mais oui, je suis pour eux à l'intérieur de moi-même. Merci, Mohamed. Tu veux... Oui, Marie-Pascale, encore pardon. Une question, parce que du coup, tu es pour eux, mais d'où tu viens? Parce que ça m'interroge toujours. Tu es la somme de ce que tu as appris, de ce que tu as vécu, mais tu viens de... Comment sont tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis pour accéder à une telle liberté? C'est la partie qui n'est pas dans le film et qui est très importante et que peut-être que dans 50 ans, je compléterai ce film parce qu'il est beaucoup plus complexe que ça. Mon père est tunisien, médecin, chirurgien, de Gabès, donc une petite ville très du sud. Voilà, très conservateur. Il fait la prière, il est hajj depuis ses 30 ans et il est né et a grandi à Tunis, sauf qu'il a gardé l'accent du sud. C'est une petite bizarrerie qui peut ne pas résonner et qui est très cartésien, très cartésien. Et ma mère est algérienne, sauf que son père, donc Osman, est turc et sa mère est de Bizerte, donc tunisienne, sauf que ma mère est née en Algérie et elle a grandi jusqu'à ses 17 ans en Algérie. Et elle a fait des études de presse en Tunisie et après elle a été directrice commerciale, enfin voilà un truc très banal. Et elle a pris sa retraite anticipée à 45 ans pour devenir céramiste. Donc l'art, ça me vient de ma mère et la science, ça me vient de mon père. Sauf que, étonnamment, la première pièce de théâtre que j'ai vue... Et ton nom de la Turquie? Et mon nom des deux. Alors, mon prénom des deux, justement, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et étonnamment, la première pièce de théâtre que j'ai vue, qui était à El Teatro, le théâtre où j'ai fait plus tard mon éducation artistique, étonnamment, c'est mon père qui m'y a emmené. Et c'est là que je suis tombé amoureux du théâtre à 11 ans. Donc, voilà, et toutes ces bizarreries-là qui font que je suis moi. Et comment ils le prennent? Comment tu le vis avec toi? Le propos? Oui, enfin... ce que tu es. Est-ce qu'ils t'accompagnent? Est-ce qu'ils ont... Alors, je trouve que dans le récit de soi, on néglige toujours un facteur très important qui est le temps. Donc, leur acceptation ne s'est pas faite en un jour. C'est un travail de 20 ans avec des petites batailles, des petites victoires à chaque fois pour arriver à une forme d'acceptation. Mais ça ne veut pas dire le partage, ça ne veut pas dire un dialogue décomplexé, ça veut juste dire voilà, un rapport humain très complexe où on s'en veut, mais où on s'aime, où on peut rigoler ensemble parfois, mais on peut être très tendu d'autres fois. Donc c'est un rapport parent-enfant aussi complexe et compliqué qu'il puisse l'être, mais assez sain par ailleurs peut-être, je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Merci de ta gentillesse, ta disponibilité, de ton éloquence, merci. De ta richesse, ta pluralité, de tes incertitudes et de ton beau film. Alors tu peux rester avec nous éventuellement et je me tourne vers toi. C'est que elle n'aime pas parler. Oui. Elle n'aime pas parler en public. Elle me dit, fais-moi parler le moins possible. C'est incroyable qu'on puisse ne pas vouloir parler, mais pourtant tu fais des films, quoi. Je dirais ça, ce film-là n'est pas le premier. Si, c'est mon premier film. Je l'ai fait non, c'est pas le seul, je veux dire. Ah oui, c'est pas le seul. Oui. Je vois ça, c'est totalement le contraire. Hein. Ouais. Je fais des films parce que je suis derrière la caméra, pas devant la caméra. Ouais. Et puis. C'est ta manière d'exprimer. Oui, c'est ma manière d'exprimer. Et puis c'est ça. Je suis malheureusement pas sociable, mais c'est ça. Ce qui est bizarre, c'est que je viens d'une famille artistique. Ma mère, elle est comédienne, mon père, il est metteur en scène. Tout est paradoxal chez toi. Ouais. Parce que c'est vraiment des hommes de théâtre. Hein. Ta mère et ton père. Oui. Ils sont dans le théâtre beaucoup. Ils sont connus, très connus à Tunis. Oui, c'est ça. Et donc, même ma mère, quand je lui dis je stresse, je ne peux pas,
Elle est choquée. Ah bon? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle me dit, pourquoi tu n'as pas fait du théâtre? Pourquoi tu n'étais pas dans les cours? Et je dis, c'est pas mon truc. Et c'est lié aux parents? Est-ce que tu nous racontais quelque chose une fois, la première fois où tu l'as, je sais pas? Oui. Oui. J'ai assisté à une pièce, c'est à ma mère. Ma mère, elle était sur scène. Oui. Et elle a glissé sur scène, oui. mais c'était pas dans la pièce, c'était pas écrit. Et donc ça m'a peut-être. Elle répétait? Non. Ah, c'était avec le public. C'était avec le public. Ouais. Elle a glissé, elle est tombée. Oui. Et tu avais quel âge? J'avais 9 ans, 8 ans, ou même 10 ans, je ne me rappelle plus. Et donc c'est peut-être ça, c'est ce qui m'a traumatisée d'être sur scène ou bien d'être devant la caméra. D'accord. Oui. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Mais oui. tu n'aimes pas être à sa place. Je ne pouvais rien faire. J'étais sous choc. Et là, vraiment. Et tu penses que c'est ça? C'est peut-être oui, pour ça? Je pense que c'est ça, ouais. Oui. Et tu en as parlé avec elle, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Non. Non. On n'a pas parlé de ça, mais je sais bien que c'était ça. D'accord. Oui. Et donc toi, quand tu as cherché à aller parce que tu as fait l'ISAM. Oui. Tu as fait l'école. L'ISAM, c'est une école publique, quoi. C'est une faculté de cinéma qui existe depuis 2006, à peu 2006. près. Voilà. Peut-être même avant. Même avant. Ouais. Et comment ça se fait alors que tu aies choisi de faire l'ISAM? C'est évidemment l'influence de mes parents, en fait. C'est parce que j'assistais au tournage avec ma mère, on voyait beaucoup de films. Quand j'étais jeune, on voyait tellement de films que pas possible. Et donc, c'était ça. Ma mère, elle voulait que je fais de la médecine ou... Ah oui? Ouais, mais c'était pas ça. J'ai fait un bac sciences juste pour elle. Et tu n'as pas fait l'ISAD, parce qu'il y a aussi un autre institut beaucoup plus ancien d'art dramatique, c'est-à-dire de théâtre tunisien. Et ça, non, le théâtre, c'était pas mon truc. Tu voulais pas? Non, jamais. Ouais, ouais. Oui, non, jamais. Oui. Je pouvais pas monter sur scène. Même pour présenter mes films, pour parler, je traque, mais je sais que je dois le faire. D'accord. Et donc, tu as accepté d'aller faire du cinéma, mais sans penser que tu allais jouer. Pour toi, c'était quoi? Non, pour moi, c'était d'être réalisatrice. J'écris des films et je tourne des films. De tirer les ficelles. Ouais. Et de faire en sorte que les comédiens ne tombent pas. Oui, exactement. Oui, c'était ça. C'était d'être derrière la caméra, pas devant la caméra. Et tu savais ce que tu pensais à la réalisation? Oui, bien sûr. Moi, il y avait... dans mon bac, on devait choisir, faire une langue ou un projet. Moi, j'ai choisi un projet et j'ai fait un documentaire. Donc, je savais que je vais faire du cinéma. D'accord. Et ça, c'est donc ton film de fin d'études, celui-là qu'on a vu ou non. Après, c'était après? Non, c'était avant. C'était ma première année. Ah, tu étais en première année? En première année de... D'accord. Et ça n'avait rien à voir avec les projets aussi? C'était un projet dans les études? Non, on a fait ce film dans le cadre d'un concours lancé par le Goethe Institut. D'accord. C'est le Centre national de l'image de cinéma et de l'image de Tunisie et l'IFT. Oui. Et on dit allons-y, on va faire un film. D'accord. Moi et mes amis, on a décidé de faire un film. C'était un concours pour les cinéphiles. Quand tu dis mes amis, c'est des garçons et des filles? Des garçons et des filles, c'est mes amis de la promotion. D'accord. Oui. Parce que ce que vous avez filmé, c'est que des garçons. Une fille, elle arrive. Un peu, pas dangereuse, mais bizarre quoi, dans le film. Dans le film, oui. On voit que des garçons. Que des garçons. On voit juste une fille qui arrive de nulle part, comme ça, on ne sait pas. Oui, mais l'équipe technique, il y a des filles quand même. Derrière la caméra. Les filles, elles sont derrière, elles tirent les ficelles. Oui. Et elles regardent des garçons. Il y a des garçons paumés. Et des filles. Oui. Est-ce que tu considères, est-ce que tu as cette conscience-là, cette conscience-là pour rester un peu dans le discours que nous avons, la discussion que nous avons, que c'est le regard d'une femme sur des garçons ou cette histoire-là t'intéresse, tu t'en foutais complètement? Non, je m'en fous complètement parce que je vois qu'un homme, une femme, c'est pareil. Oui. Non. Oui, la question ne se posait pas du tout. Non,
pas du tout, pas du tout, vraiment. Oui, d'ailleurs, c'est très étonnant la rencontre, parce que ce qui m'a frappé, moi, dans le film... C'est l'arrivée de la jeune fille. Voilà, c'est ça, c'est là. Bah, évidemment, on attend toujours des situations de ce genre-là. Bricolage, de toute façon, cambriolage, on a désespéré. On a désespéré, au bout de 2-3 minutes, on s'est dit, c'est fini, là, on ne verra rien du tout. Enfin, notre déception était consommée, quoi, en tant que spectateur un peu commun, ordinaire. En revanche, l'arrivée de la fille, c'était un moment quand même important. C'était un moment important, oui, parce que le personnage principal, Marwan, qui avait peur de la nuit, qui avait peur de la rue, il ne s'attendait pas à voir une fille la nuit, dans la rue, toute seule. Parce que c'est une fille, si c'était une fille toute seule, c'est pour ça que je te pose la question. Imaginons le contraire, une fille toute seule qui attend, elle voit un garçon arriver. Mais une fille qui vient pleurer. Oui, tu as inversé complètement la situation. Oui. Le danger vient d'une fille qui vient, qui pleure. Oui. Lui, d'ailleurs, il s'enfuit. Il lui dit, dans sa tête, il a fantasmé. Il pensait qu'elle faisait partie d'un. Surtout quand son frère vient la chercher. Oui. Non, mais quand il y a le camion, il pensait que c'était un guet-apens. Oui. Enfin, au guet-apens, ou la police. La gyrophare, oui. Oui. Et c'est ça. Moi, je pense que la fille, elle a bien marqué sa présence dans le film. Ben oui. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Elle a marqué sa présence et elle a marqué le film aussi. Je veux dire, le film lui-même, quand elle arrive avec cette séquence-là, on comprend mieux le film, parce qu'on ne le comprend pas. Je ne sais pas, on peut être désemparé en se disant, qu'est-ce que c'est que cette histoire un peu idiote, enfin, on ne comprend rien, ils rentrent dans une villa, on ne voit même pas ce qu'ils font, et l'autre il est là, il attend, et puis il a peur, un chien le met dans un état incroyable, et on est un peu largué, quoi. Oui. Jusqu'au moment où arrive la fille. Quand elle arrive, la fille, à ce moment-là, on se réveille un peu. On se réveille un peu en tant que spectateur déjà ordinaire. On se dit, ça, c'est une aventure, quelque chose va arriver, et après, on est de nouveau... C'est vrai. Ça, c'est le scénario, ça. C'est exactement ça. Mais comment vous avez écrit le scénario? On a participé à des ateliers avec le GOT et tout. Ça s'est bien... Non, ça s'est pas bien passé du tout, parce qu'il y a une dame qui nous a proposé de suivre les cambrioleurs et laisser tomber le reste. Qui n'avait rien à voir avec vous, avec l'équipe? Oui. Du GOT? Ah non, du GOT, oui. Du GOT? Du GOT, oui. Pourquoi elle intervenait? Parce que c'est dans le protocole? Parce que c'est elle qui était... c'est elle qui animait l'atelier? L'atelier, oui. Et c'était tellement absurde, parce que eux, ils ont imposé le thème la rue, premièrement, et deuxièmement, ça change toute l'histoire. On va changer toute l'histoire. Je voulais pas parler des cambrioleurs dans la maison, je voulais rester avec celui qui est resté dehors pour découvrir. Pourquoi? Parce qu'elle est cinéaste, elle, scénariste? Elle n'est pas cinéaste. Elle travaille avec le GOT. Mais comme elle voyait que vous étiez jeune, elle a pensé qu'elle pouvait vous aider. Oui, c'est ça. Oui. Et vous avez résisté, vous avez dit non? Oui, bien sûr. Oui. Moi, ce qui m'intéressait, bien évidemment, c'était au contraire, c'était la simplicité de l'histoire et du traitement de l'histoire. Il n'y avait pas de point fort dans le film. Il y avait un personnage dans la rue. On a créé notre propre thème, d'autres thèmes, l'attente stressante, la peur. Leur thème, c'était le décor pour nous. Et il subit des pressions, il subit. Et il subit des pressions, il subit lui-même, de lui-même, quoi. De lui-même, oui, de lui-même en fait. Ce qui est rigolo, c'est de lui-même. Il n'y a rien de... S'il n'y avait pas des cambrioleurs, je ne pense pas qu'il sera gêné comme ça. Ah oui, c'est parce que la peur, elle vient du cambriolage. Oui. Parce qu'il est vraiment fragile, ce garçon. Il est tellement fragile, tellement sensible, qu'il ne devait pas être là-bas. Oui. C'est ses amis qui l'ont forcé de venir... C'est vous, dans le scénario, qui l'avez obligé. Oui, c'est nous. Hein? Oui. Ses amis, parce que c'est lui qui conduit, non? C'est lui qui conduit. C'est lui qui a la voiture. Une voiture rouge qui peut marquer l'œil. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez vu, le film?
Alors toi, tu connais bien Jilani puisque tu as travaillé avec lui. Oui. Et bon, évidemment, puisque tu as fait des études de cinéma, bon, à cette époque-là, je ne sais pas quel rapport tu avais. Tu disais que tu avais vu beaucoup de films. Tu pensais à toi et tes camarades, enfin, vous pensiez à un type de film, vous aviez des références, Peut-être par rapport à la simplicité de l'histoire, Oui. c'était Arabesque Kiarostami. Ah oui. Il y avait un film c'est quoi À la recherche de la maison de mon ami. Voilà, Oui. c'est ça. Oui. Oui. Où est la maison de mon Où ami? est la maison de mon ami? Oui. C'est tellement simple. Il n'y avait pas d'histoire en fait. Il cherche la maison de son ami pour lui rendre son cahier. Oui, oui, il avait peur. Il avait peur de ne pas lui rendre le cahier. Et donc c'était ça, c'était le film qui m'a le plus attiré. D'accord. Ouais. Très bien. Et parce qu'après, il y a un moment, on ne comprend pas très bien la fin, comme s'il y avait une ellipse ou quelque chose comme ça, parce que ça se passe la nuit. Ça se passe la nuit, oui. C'est toute la nuit, jusqu'au petit matin. Ouais. Jusqu'à l'aube. Parce qu'il y a un moment, il s'en va, il revient. Oui. La scène du matin, là, Oui. elle était censée, on était censé la tourner à l'aube, Oui. mais il y avait des imprévus et tout. On avait une seule journée pour la tourner. Et donc, on n'avait pas le choix. On a tourné, je pense, à 10h du matin, ce qui n'était pas logique, mais c'était censé être tourné genre à l'aube. Donc, l'aube, c'était pour moi l'espoir. Le jour, c'était l'espoir pour le jeune homme. Donc, le soleil, c'était l'espoir pour le jeune homme. Donc, il a pris la décision comme s'il a choisi le bon chemin. Avec l'arrivée du jour. L'arrivée du jour. Oui. Et il s'en va. Mais parce qu'il revient, non? Mais puis il revient parce que ses amis l'ont appelé et ils sortent. Ah d'accord. Dès qu'il revient, parce qu'il décide de partir en fait, et il revient parce qu'ils l'ont appelé. Oui. Et ça, on ne le voit pas. Oui, on ne le voit pas. Peut-être qu'on le comprendra parce que dès qu'il revient, ses amis sortent de la maison. Donc c'était ça notre intention. D'accord. Ouais. Très bien. Oui. Ah, c'est je. Une précision. On ne le voit pas à l'écran. Les amis. Ben oui, c'est ça. On les entend. Ah, on les entend? On les voit mettre le truc dans la voiture, le coffre-fort dans la voiture, mais de dos. Ah oui? Oui. Ah, je ne me souviens pas. C'est ça, oui. Il y a beaucoup de... En fait, c'est un film, c'est ça, parce que j'essaie de réfléchir. Hein? Oui. J'essaie de réfléchir et de comprendre par rapport à ce que tu nous dis. En fait, c'est un film où le hors-champ est très très important. En fait. C'est vrai. Tout est dans ce que nous ne voyons pas. C'est vrai. On a travaillé beaucoup sur le sang aussi. Sur le sang, oui. L'aboiement du chien, le sang du camion qui arrive, les pas ailleurs, genre, on ne sait pas qui c'est et tout. C'est ça, oui. Oui, donc c'est des éléments stressants pour le film. Non, parce qu'il y a un gommage de... Alors là, ça, évidemment, je pense que je parlais de pas Kiarostami, mais en tout cas Jilani, c'est-à-dire quand un personnage arrive, on ne sait pas d'où il arrive, on ne sait même pas qu'il arrive, parce qu'il est là déjà, et on ne sait pas où il va. Tout ça, tous les éléments qui pourraient nous permettre de saisir cette action dans une linéarité n'existent pas. C'est juste le moment présent oui. qui est important, comme si ce qui se passe autour était soit totalement inconnu, soit connu de tous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui était d'emblée décidé, quoi, tout de suite. Oui, tout à fait. En fait, je pourrais mettre ce film, c'est pas un road movie, mais c'est presque un road movie. En panne, un road movie. Oui. Un moment de Bonnie and Clyde. Oui, c'est ça. Oui,
C'est étonnant de commencer un film, c'est une carrière comme ça, avec un film comme ça, parce que c'est un film où vous avez élagué, comme s'il y avait une saturation d'histoire, comme s'il y avait, enfin, je sais pas, parce que tu es peut-être une fille de comédien, c'est comme s'il y avait une saturation d'histoire et que tu as élagué, parce qu'un cambriolage, c'est quand même un argument de scénario majeur, quoi, je veux dire. Tu vois, c'est impressionnant, tu vois, qui peut justifier un film. Or, c'est ça que vous ne montrez pas. C'est-à-dire, tout de suite, vous avez dit, nous, ça ne nous intéresse pas, le spectaculaire. Ce n'est pas l'action qui nous intéresse. Ce n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose, c'est quelqu'un qui est assis, il attend. Oui, exactement. Moi, je pense que Marouane, le personnage principal, me ressemble tellement, parce que moi, j'observe. Je suis observatrice dans ma vie, je suis très passive. Mais tu tires quand même les ficelles, là. Bien Attends, sûr. tu es dans la production, là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Peut-être je subis, puis je réagis selon la situation. C'est tout à fait ce que le personnage a fait. Et donc, et mes amis sont les... c'est les cambrioleurs et moi je suis Marouane dans la voiture. C'est ça. Donc c'est ça. Oui. C'est comme un film post-féministe, moi je dirais. C'est-à-dire c'est comme si la question, parce que c'est vrai que nous avons des films de femmes ou même d'hommes au début, ensuite de plus en plus de femmes qui parlent des femmes, de leur situation, de leur combat, etc. Et toi, tu fais partie d'une génération qui semble nous dire tout ça, c'est derrière nous, c'est pas important, ou c'est réglé, ou je sais pas. Et moi, je peux regarder déjà un garçon, sans voyeurisme, parce que les mecs, quand ils regardent les filles, souvent c'est voyeur, et un garçon qui peut d'ailleurs ressembler à une fille, tellement que quand une fille apparaît, il peut avoir peur d'elle. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas. Oui, parce qu'il faut savoir que maintenant, alors nous, Djilani m'a parlé, parce que c'est lui qui nous a parlé beaucoup de toi quand il était là, et il était impressionné. Il a dit, une fille avec moi, elle est extraordinaire. Elle m'a assisté, parce que quand tu l'as assisté, tu as fait beaucoup de choses sur son film, énormément de choses. Et donc maintenant, tu es dans la production, quoi. Tu es beaucoup dans la production. Oui, malheureusement. Ah oui. Mais je suis dans la production et partie artistique, un peu, genre on lit les scénarios, on développe les scénarios avec les réalisateurs et tout. Des films, je suis dans la production, je fais de la production dans une société de production pour animation, des films d'animation. Mais je suis dans la partie développement, pas la production. On ne tourne pas avec... c'est pas nous qui assistent au tournage et tout, mais plutôt au développement du scénario, du film et tout. Et donc, oui, je suis dans la production. Je fais la production. Tu l'as vu, Mohamed, son film? Bien sûr. Moi, j'adore les films où il y a de la mise en scène, où il y a cet effort de faire justement cet artisanat qui se compose de beaucoup d'éléments. Et du coup, justement... Maintenant, je comprends, vu les références théâtrales qu'elle a, mais pas que. Mais voilà, qu'il y ait de la mise en scène. On va voir un cambriolage, mais d'un autre point de vue. Donc moi, ça, j'adore. Et je serais même allé plus loin, mais c'était déjà très bien fait. Et je l'aurais laissé en plan séquence, tu vois, sur la voiture. Et j'adore le dernier plan où il y a le berger qui passe et justement la voiture qui revient. Parce qu'on croit que c'est fini. Mais il y en a encore. Du coup, voilà, il y a énormément de dispositifs de mise en scène que je trouve géniaux. Ouais, c'est vrai que l'arrivée du troupeau, là, du berger, c'est quand même très, très étonnant dans le film. Oui. Et surtout que le récit de l'attente au théâtre est quelque chose de très commun au cinéma aussi, probablement, mais au théâtre, c'est tellement redondant qu'on se dit on va s'emmerder encore. Sauf que c'est tellement justement simple et élagué que ça se regarde avec beaucoup de fraîcheur. Moi, j'ai hâte de voir les autres, les suivants. J'espère. J'en ai fait d'autres. Oui, on en a fait ça, d'autres. c'est... Ok, très bien. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci d'être là. Merci encore. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Pourquoi la voiture est toujours en pleine lumière, la voiture? C'est ça ce qui est rigolo dans le film. C'est une voiture rouge. Il se place, même l'acteur principal, il se place sous le... Oui, sous le lampadaire. Oui. Et quand on a peur... Oui, c'est ça. Parce qu'il est tellement... Il a peur, il ne veut pas se cacher. Oui, mais...
Tout le monde C'est le ridicule, voit, et ouais. puis il ne voit pas les autres. Alors Et puis, il faut qu'on le voie, nous aussi, spectateurs. Hein. T'imagines s'il était dans le noir total. Et puis même dans la voiture, il ouvre le, Oui, oui, c'est il allume ça. la lumière parce qu'il a peur. Il est, Quand même, quand on est seul, on aime bien ne pas être vu quand on a peur. il est un imbécile heureux. Non, mais il y a des gens qui sont... Un imbécile heureux. Non, C'est tellement ça. Si on se place du point de vue, enfin, De- quand on a peur, la peur, c'est le fait de voir, c'est important, quoi. La lumière, elle est importante quand C'est on ça. a peur. Oui, oui. Et je veux dire, je crois que la peur, elle n'est pas raisonnable. C'est ça. La peur, elle n'est pas raisonnable. On n'est pas là, ah, j'ai peur, alors la peur, elle envahit le corps et elle fait qu'on a des réflexes ou des attitudes qui sont bizarres. Oui, qui sont C'est bizarres. comme ça. Oui. Non, mais quand la lumière, c'est pour lui, c'est pas pour l'agresseur éventuel, c'est pour lui. C'est ça. C'est comme quand on parle tout seul, quand on... Ben nous, moi, je suis né à la campagne, et loin du village. Et puis parfois, je connais des personnes, des jeunes, qui rentraient très tard le soir, seuls. On peut rencontrer des choses, hein. Et parce qu'ils avaient peur, ils parlaient tout seuls ou ils chantaient à voix très haute, alors que ça attire l'attention. Oui. Bah oui, la peur, on sait que la peur, elle attire le danger. Quand on a peur, ben, on se fait agresser. Hein. Souvent. Je Oui. pense aussi c'est un mécanisme de défense en fait. Oui. Exactement. On a l'impression, le potentiel agresseur pensera qu'on n'a pas peur comme on s'expose, donc il ne nous agressera pas. Oui, oui. C'est- Tout à fait. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas que cet après-midi, on a une table. Alice Diop, non, Alice Diop, il n'a pas dit Olivier. Tout à la fin, il m'a dit non, c'est pas prévu. Il a dit. C'est marqué. Non, c'était marqué, mais oui, parce que oui, on n'a pas pu. Elle est trop prise, on n'a pas pu la voir malheureusement. Ouais. Mais on peut en parler si vous voulez, hein. Ça, c'est pas. Si vous voulez, hein, puisque. On n'a pas pu, malheureusement. Elle parle très bien de ses films en plus. Elle dit des choses. Elle dit des choses très belles de ce qu'elle fait. Ouais, je pense que c'est une cinéaste qui est non seulement talentueuse, mais qui vraiment et qui pense fort ce qu'elle fait, quoi. Je veux dire, c'est pas. Enfin, il y a des cinéastes qui ne parlent pas forcément de leurs films et qui n'en pensent pas moins, mais elle est consciente de ce qu'elle fait, quoi. Sans que ce soit trop pesant dans le film, parce que parfois, quand on réfléchit trop, ça marche pas. Ah oui, non. De manière très analysée. Ouais, quand vous allez sur Internet et vous entendez ce qu'elle dit, c'est vraiment une cinéaste importante. Elle est très importante. Mais quand on a vu ses films, hein, tous ses films, c'est fort ce qu'elle fait. C'est très fort. Et justement, par rapport à ce dont on va parler cet après-midi, j'espère que vous serez là, parce qu'on va parler du cinéma africain à sa place, mais pas dans un sens étriqué. Forcément, on va évoquer les questions économiques et politiques et culturelles, mais on va beaucoup parler de ce que... Frodon, il a repris le mot, cinéma à l'épreuve du divers, on va parler justement de la question de la diversité, de la complexité, qui maintenant, de plus en plus, est prise en charge par le cinéma, que ce soit au niveau de l'humain, le non-humain, l'environnement, les animaux, le rapport à l'autre, que tu vois, toutes ces questions-là qui sont de plus en plus questionnées, en Amérique beaucoup aussi, par des anthropologues féministes américaines, etc., et aussi par des philosophes de plus en plus. Donc forcément, on va revenir sur ça. Vous pouvez interroger Jean-Michel Frodon, parce qu'il a fait une longue, je crois, interview avec elle aussi, et qui sera avec nous. Donc forcément, on va revenir sur toutes ces questions et intégrer la question de l'Afrique, si on veut, dans, précisément, plutôt que l'altérité, la diversité. C'est ça le débat, en fait.
est-ce qu'il ne faudrait pas davantage parler de diversité que d'altérité? En gros, hein, j'anticipe un tout petit peu. Mais voilà, si vous venez cet après-midi, parce qu'il va y avoir un panel, il va y avoir Olivier Barlet, il y aura aussi Tierno Ibrahima Dia, qui est aussi enseignant, spécialiste cinéma africain, et puis un jeune cinéaste, très jeune, qui a un court-métrage ici, il est béninois, court-métrage sur la mort, le rite funéraire au Bénin. Donc voilà, on va avoir une diversité aussi de points de vue sur la question du divers, quoi. Donc voilà. Merci. Merci à vous.